Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler des jeux multijoueurs qui fonctionnent aussi bien à 3-4 joueurs qu'à 2. Et donc on va se focaliser justement sur ces jeux qui sont très bons aussi à 2, puisque j'entends très souvent en magasin des gens qui viennent qui me disent les jeux multijoueurs c'est cool, mais souvent quand on y joue à 2, eh ben, ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup on va essayer de démonter un petit peu cette croyance, puisqu'elle n'est absolument pas fondée, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeux multijoueurs qui fonctionnent aussi de façon optimale à 2. Donc on aura 3 jeux chacun qui seront classés dans un désordre, c'est pas forcément dans notre ordre de préférence, mais voilà, la question principale c'était quand on est deux, qu'on se pose autour d'une table, qu'est-ce qu'on a envie de sortir? Et donc là on a chacun choisi 3 jeux qu'on sort très volontiers justement quand on est à 2 joueurs. La chose c'est que ces jeux sont justement obligatoirement aussi multijoueurs. Donc, la majorité, je crois qu'on peut les jouer jusqu'à 4, voire... Ouais, ils sont juste là-devant. On verra. Jusqu'à 5, ouais. Alors, le tout premier jeu, c'est une petite nouveauté qui nous vient de chez Yellow, c'est Shards of Infinity. On est sur un deck building assez classique au final. Si vous connaissez Star Realms, Hero Realms, vous ne serez pas du tout dépaysé. Il y a quelques subtilités supplémentaires et c'est un jeu franchement très dynamique. Comme Star Realms et Hero Realms, on est donc sur un jeu d'affrontement où on va acquérir des cartes qui vont nous permettre d'avoir de la puissance de frappe pour descendre les points de vie des adversaires. Les petites subtilités de ce jeu de Shards of Infinity, c'est qu'on va pouvoir aussi acquérir des mercenaires. Ces mercenaires, ce sont des cartes que l'on pose soit dans notre défausse comme de façon traditionnelle ou immédiatement sur le champ de bataille pour avoir leurs effets immédiatement. Si on fait ceci, à la fin du tour, ils désertent et ils retournent sous le paquet principal. Donc ils n'intégreront pas notre paquet de cartes. Ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de déclencher des sacrés beaux combos. L'autre particularité du jeu, c'est la jauge de maîtrise qu'on pourra augmenter petit à petit. Cette jauge, on pourra l'augmenter en payant la ressource, la monnaie de base, une fois par tour, et il y aura d'autres cartes qui nous permettront d'augmenter ceci de façon plus efficace. Grâce à cette maîtrise, qui augmentera petit à petit, on va pouvoir déclencher des combos dans nos cartes pour qu'elles soient de plus en plus puissantes. Et lorsqu'on arrive au maximum de cette maîtrise, alors il y aura une carte qui nous permettra de gagner instantanément le jeu. Donc Shards of Infinity, on est sur, comme je disais, un jeu vraiment ultra dynamique, très efficace, vraiment très fun, qui se joue en 30 minutes pour donc 2 à 4 joueurs pour les joueurs de 10 ans et plus. Donc chaudement recommandé, surtout si vous aimez les deck building et les jeux d'affrontement. Voilà. Moi je vais vous parler de Minecraft, qui est en vrai un petit coup de cœur, en tout cas pour moi. Oui, je pense que... Quand on voit surtout des jeux à licence, on se dit oh bof. Ouais, ça fait vite peur. Ça fait un peu peur, mais celui-ci est une exception, vraiment. Il marche vraiment bien à 2, à 3, à 4, vraiment, c'est un peu plus dynamique à 3 ou à 4, forcément, mais ça reste tout aussi intéressant à 2 joueurs. Et encore, je trouve que il est quand même très efficace à 2 parce qu'on va être... il y aura un petit peu plus de contrôle, je dirais. Donc moins de frustration peut-être qui peut en découler, mais c'est ce qui fait qu'il est tout aussi bon à 2 en fait. Exactement. Et puis dans ce jeu, le but c'est de devoir un peu créer son dôme, construire justement aussi dans le jeu vidéo, c'est exactement pareil. On va devoir tuer des monstres pour pouvoir gagner des points, 3 étapes à passer, c'est juste. 3D pour avoir des décomptes des points. Exactement, et puis pour chaque étape il y aura des décomptes de points un peu différents sur l'étape voulue en fait. C'est du compétitif, donc chacun pour soi. Et puis on fait à ce qu'on soit le plus optimisé possible pour qu'on gagne le plus de points possible à chaque fin d'étape. Un aspect de jeu qui je trouve pas mal intéressant, c'est justement le cube qu'on a juste à côté. Parce qu'on a le choix de faire 2 actions. Et du coup, dans une des actions justement, c'est de prendre un petit cube sur le grand cube qui est juste à côté. Ça rappelle justement beaucoup Minecraft dans le jeu vidéo, où on voit un peu... d'aller
Aller un peu piocher piocher, un peu. exactement. Miner les ressources. Voilà, exactement. Exactement. Puis il y a différentes ressources justement, et puis vous allez prendre les ressources qui vous intéressent le plus. Justement, ces ressources qui permettent d'acheter les fameuses tuiles qu'on place sur notre plateau personnel et pour créer en fait son biome personnel afin de justement avoir du scoring le plus efficace possible. Mais il faut faire attention parce que plus on prend de cubes justement pour nos ressources, et ben en fait c'est aussi le temps de jeu. Donc du coup il faut aussi regarder par rapport à vos adversaires, si tout d'un coup lui va gagner un peu beaucoup de points, tu vas essayer de finir la partie le plus vite possible pour qu'il ne gagne pas plus de points. Mhm. Ça peut être une stratégie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant sur le timing du jeu, sur le tempo du jeu, que chaque joueur peut essayer de gérer en fait. Quand on voit, parce qu'en fait on a le cube qui est en 4 couches, et quand on termine une couche, quand on prend tous les cubes d'une couche, à ce moment-là on fait un premier décompte des points. Et donc il y aura 3 décomptes des points dès qu'on aura enlevé les 3 premières couches. Il y a 4 couches comme ça pour avoir un peu plus de flexibilité sur la récupération des différentes ressources. Exactement. Donc ce jeu, il est jouable de 10 ans à 99 ans. Oui, parce qu'après le cerveau... Il lâche. selon moi. Exactement. De 2 à 4 joueurs, et puis des parties qui durent entre 30 et 60 minutes environ. Et puis je pense qu'en plus l'estimation est vraiment bonne. On Oui, est clairement. à 2 joueurs 30-45 minutes sans trop de soucis. Quoi. Clairement. Vraiment tranquille. Ouais. Sans prise de tête. Ouais, quand même un peu. Ah, ça hein. va. Ouais, quand même calculé, Ouais. machin, voilà. Mais c'est très cool. À conseiller aussi du coup un peu pour les enfants. Vu que déjà de base pour le jeu vidéo, donc celui-là je le conseille vraiment. Donc voilà, mon premier jeu, c'est le Petit Kariba. C'est mon coup de cœur de chez Helvétique. C'est un jeu pour à partir de 6 ans jusqu'à 99, lui aussi, pour 2-4 joueurs et à peu près 10 minutes, oui, disons quart d'heure, mais 10 minutes on arrive très bien à faire une partie. On se trouve dans la savane, donc autour d'un coin d'eau, avec plein d'animaux, 8 animaux, qui viennent boire évidemment, et le but du jeu c'est faire fuir les animaux les plus petits. Donc on commence il y a la souris, il y a les souricates, il y a les autruches, il y a les girafes, etc. Et l'éléphant, attention le plus grand c'est l'éléphant. L'éléphant évidemment fait fuir les plus petits. Qui fait fuir l'éléphant selon vous? Toi tu connais le jeu, mais... Je le connais. Qui fait fuir l'éléphant? Le Ouais. chasseur? Qui? Là, je sais pas, le chasseur peut-être? Non, il n'y a pas de chasseur Non, dedans. y a pas de chasseur. On parle que d'animaux. Un lion? Eh ben non, c'est la souris. La souris, Ah! la petite souris, c'est le seul petit animal qui fait fuir l'éléphant. Le but du jeu, c'est faire fuir le plus d'animaux possible pour pouvoir les récupérer et gagner donc la partie. Un jeu très simple, très cool pour les petits, mais même pour les grands. Franchement, on passe des heures, non, peut-être pas. Non, c'est tellement court que... Voilà, exactement, mais un petit jeu qu'on peut prendre aussi en voyage, ça prend pas de place et on peut jouer très bien à 2, à 3, à 4, sans problème. Puis même aussi sur une table d'un train, on l'a fait, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, Kariba. Mon prochain jeu n'est autre que Anabi. Alors Anabi, c'est 2 boîtes, le même jeu. Hein. Enfin, quelques petites subtilités supplémentaires dans celui-ci, puisqu'on a des petites extensions qu'on ne retrouve pas dans le petit Anabi. Donc, version pocket, version grande et de luxe. Anabi, on est dans un jeu collaboratif avec de la communication restreinte. C'est-à-dire qu'on a le droit de communiquer, mais uniquement dans le cadre des règles. À notre tour de jeu, on va pouvoir dépenser un jeton indice, pour justement donner une information par rapport à ce que la règle nous autorise à faire. Quand on donne ces informations, ça va permettre aux alliés de connaître les cartes qu'ils ont en main, puisque ces cartes, seuls nos alliés peuvent les voir. Ce qui fait que par rapport à nous-mêmes, on a les cartes de dos. Donc petit à petit, on va apprendre à connaître nos cartes, on devra les mémoriser, et grâce à tout ceci, on va pouvoir poser les cartes au bon moment pour créer le feu d'artifice le plus beau possible. Incroyable. Ouais. À part ça, c'est hyper bien. On se tape des bons fous rires parce qu'on a forcément une mémoire vraiment pourrie. Et puis, je dirais même qu'à 2, c'est
il passe très très bien parce que peut-être le jeu est légèrement plus facile et peut-être moins frustrant parce qu'à 5, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5 celui-ci. Oui, de 2 à 5. À 5, peut-être que voilà, notre mémoire voilà, elle est un peu trop testée, hein. Et puis parfois les tours peuvent être un peu longs. Donc c'est vraiment un jeu que je conseille plutôt à 2, 3, 4 maximum, 5, peut-être un peu moins. Mais Un super jeu. ouais, Là aussi, version pocket pour les vacances, version bien sûr. grand feu pour la maison. Ouais, avec des porte-cartes comme ça, on n'a pas besoin de les tenir et de se faire non, pas un torticolis, Une tendinite. une tendinite, merci. Une tendinite du poignet, puisqu'on on les portera pas de la même manière que si on les avait devant nous, puisqu'on doit les montrer aux autres. Donc voilà, très très bon. Moi, pour mon deuxième jeu, j'ai choisi Parks. C'est un jeu du coup compétitif, gestion de ressources. C'est le premier pour moi que j'ai testé en tant que gestion de ressources. Et je me souviens que tu avais très peur. J'avais très peur, oui c'est vrai. Pourtant, je vous rassure, il est facile, hein. Il est très très facile et facile d'accès, Ouais. en vrai pour un peu tout le monde. À partir de 10 ans, il le conseille de 1, on peut même y jouer solo. Moi je l'ai jamais fait, en tout cas, donc je sais pas ce que ça donne en solo. Mais en tout cas, à 2, à 3, à 4, à 5 joueurs, il marche vraiment très très bien. C'est juste qu'à partir de 4-5 joueurs, ça devient bien plus compliqué dans le sens où il faut vraiment choisir ses actions minutieusement parce que la piste va vite être remplie et du coup il faut vraiment bien choisir la tuile sur laquelle vous voulez y aller. Et puis environ des parties de 45 minutes, moi je les ai facilement dépassées. Bon, après j'ai joué avec des personnes qui n'ont pas connu les règles aussi. Ouais, mais même, je pense que là, voilà, à 2 joueurs, on est 30-45 minutes. À 5 joueurs, je pense qu'on peut bien taper sur le 1h30. Ouais, oui, clairement. Et puis dans ce jeu, on incarne des randonneurs qui vont devoir aller visiter des parcs. Des parcs, vous voyez des dessins vraiment magnifiques d'illustrateurs différents. Je vais en choisir pendant le Oui, bien sûr. Et puis le but c'est justement d'amasser le plus de points possible et pour ce faire il faut aller visiter des parcs. Et puis de visiter des parcs en fait il vous faut amasser des ressources et puis pour les visiter va falloir les dépenser ces ressources. Et puis il y a des parcs qui coûtent un peu plus cher et puis du coup vous rapporteront un peu plus de points comme celui-ci par exemple. Les points vont de 2 à 5. Dans ce jeu, ce qui est intéressant aussi, il y a une gestion d'objets qui peut être intéressant pour faciliter de visiter des parcs ou autres. Il y a des gens qui ne focusent pas du tout les objets, il y en a d'autres oui. Et en vrai, il n'y a pas de grands avantages, je trouve. On peut très bien gagner sans avoir acheté d'objets, en tout cas dans mes parties, mais il est fortement possible que ceux qui aient amassé le plus d'objets et du coup dépensé pas mal de ressources pour les objets gagnent à la fin aussi, également. Il y a pas mal de stratégies gagnantes dans ce jeu, effectivement. Le fait effectivement d'acheter beaucoup d'équipements, ça va nécessiter pas mal de ressources. La ressource en l'occurrence qu'on va dépenser, c'est les soleils. Les ressources aussi sont absolument splendides. Des petits soleils. Donc on va devoir dépenser des ressources pour justement ces fameux équipements qui donnent quand même des bonus assez conséquents. Parallèlement à ça, c'est vrai que si on ne les dépense pas, si on n'achète pas des équipements, ces ressources ne sont pas dépensées, donc on pourra les utiliser autrement. Et en plus de ça, pour acheter de l'équipement en général, il va falloir perdre une action. Donc c'est souvent un mal pour un bien, ça va dépendre de la stratégie, ça va beaucoup dépendre aussi de nos objectifs personnels. C'est ce qui fait en fait vraiment la richesse du jeu. Le jeu est vraiment entre guillemets presque minimaliste dans son matériel et dans la manière dont on va le jouer, mais c'est vrai qu'il y a une profondeur assez folle, quoi. Et puis il y a aussi un autre moyen de gagner des points, c'est justement de faire des photos. Oui, il est un moyen aussi très efficace. Exactement, ça peut faire la différence. Donc comment on fait pour faire des photos? Il faut juste dépenser sur une case 2 ressources pour pouvoir faire une photo. Et si vous avez déjà de base l'appareil photo, vous payez que une ressource.
Puis on va se voler parmi aussi l'appareil photo, parce que dès qu'on prend une photo, on prend l'appareil photo du joueur qui l'avait au préalable, et du coup nos photos coûteront moins cher. Donc c'est aussi un peu la guerre à l'appareil photo dans ce jeu. Si tout le monde part sur le même, Oui, sur la même stratégie. la même ouais. stratégie. Il y a un point négatif pour moi dans ce jeu, il y a des cartes missions qui va falloir atteindre juste à la fin de la 4e saison, que je trouve un peu... Ouais, pour moi, il faut pas trop les focus, parce que ça peut amener à perdre des points, je trouve. Ça n'a pas... Ouais, disons qu'ils amènent pas beaucoup de points pour ce qu'ils demandent de faire. Exactement, La plupart oui. des fois. Ça, en fait, ça va orienter, je pense, une certaine stratégie, notamment pour les joueurs qui seraient un peu perdus tout au début. Ça permet vraiment de se focaliser sur certaines choses. Personnellement, j'ai jamais eu trop de soucis à les faire, à part quand il y a vraiment un mauvais tirage de cartes. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, puis, comme Dylan et puis Vanny ont dit, on est vraiment sur peu de points. Si on arrive à les faire sans trop de difficulté, autant les faire, parce que ça rapporte toujours 2-3 points supplémentaires, donc ça peut faire ça basculer la balance. Mais c'est vrai que si on n'y arrive pas, on va essayer de se focaliser pour avoir des points autrement. Donc je pense que c'est aussi une des autres stratégies gagnantes du jeu, quand on peut vraiment essayer d'avoir nos objectifs qui vont faire cette petite différence. Et en plus, il y a une extension, c'est juste. Moi, je l'ai jamais testé, mais je compte le faire, donc en vrai, foncez-y. Et puis voilà. Ouais, jeu vraiment splendide. Ouais. Ça, matos incroyable. C'est vrai. Donc on a voyagé dans les parcs, et là on va reprendre le train pour continuer notre voyage. Ça ne pouvait pas manquer dans cette sélection, les incontournables, les aventures d'Iraï. Jeu très célèbre, maintenant c'est vraiment devenu une grande référence. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Qu'est-ce qu'on va faire dans les aventures d'Iraï? C'est vraiment un jeu de pause de train. On a la carte, dans le jeu de base, on a soit la carte de l'Europe, soit la carte des États-Unis. Donc le but c'est vraiment relier des villes selon nos objectifs pour essayer de faire le circuit le plus long, plus de points possible, éventuellement le tunnel à 8. C'est l'objectif ultime de la carte. Que personne ne réussit sauf... Et je fais pas exprès. À savoir aussi que dans ce jeu, évidemment, on va mettre tous nos trains pour faire les lignes, mais comme vous savez, même si la carte de l'Europe peut sembler assez grande, au bout d'un moment, on va se marcher sur les pieds. C'est ça qui devient intéressant ce jeu. Parce que si tout le monde construit dans son propre côté, il n'y a rien de drôle, mais si on doit traverser à droite à gauche et on va piquer les lignes des autres, alors là... Ouais, on les oblige à faire des détours, à dépenser plus de wagons, plus de cartes, et puis peut-être qu'on a accumulé des cartes pour avoir un tracé précis, sauf que ces cartes-là, elles ne vont pas nous être utiles pour reprendre l'autre tracé, puisque évidemment monsieur nous a pris le tracé dont on avait besoin. À savoir aussi que ça existe beaucoup d'extensions, donc on a plusieurs cartes, notamment la carte de la Suisse, c'est vraiment la carte ultime pour les 2 joueurs, 3 joueurs maximum. 2 à 3 joueurs, ouais. 2 à 3 joueurs, et là c'est vraiment très nerveux. On aime la compétition, alors il faut acheter la carte de la Suisse. Il y a la Scandinavie aussi, qui n'est pas une extension, qui est un standalone, donc une boîte indépendante, qui se joue aussi de 2 à 3 joueurs. Mais voilà. Globalement, c'est vrai que le jeu fonctionne à toutes les configurations. Donc là, on est sur 2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans, pour des parties de 30-60 minutes. Je pense qu'on s'approche. 45 minutes, à 2. Ouais, à 2, je pense qu'on 30 minutes quand on est vraiment très efficace. Ouais. Quand on a un petit moment de réflexion, à 2, on se l'autorise assez souvent. Voilà, on peut arriver à 45 minutes, je pense 1h15, 1h30 peut-être, en tout cas sur les premières parties, dès qu'on est 5 joueurs. Mais voilà, ça reste un jeu qui est très très fluide. Les règles sont expliquées en 5-10 minutes, elles sont lues en 15 minutes. Voilà, franchement, super accessible. À savoir, c'est vrai, je parlais des extensions, mais il y a aussi des autres variantes du jeu qui existent, notamment des jeux plus courts, plus petits, aussi pour à partir de 5 ans, il me semble. 6 ans, ouais. 6 ans. Donc voilà, pour introduire ce jeu aux enfants avant de passer sur la grosse boîte. Et il y a aussi encore la plus grosse, c'est le Tour du Monde, donc on n'aura pas seulement les trains, mais aussi des bateaux qu'il faudra gérer, parce que le nombre est variable. Donc voilà, les aventures d'Iraï pour voyager tout en restant à la maison. Mon dernier jeu,
Aeon Send. Alors là, ça... Ah, ça, c'est du lourd. Oui, c'est costaud, Ouais. mais c'est surtout mon chouchou. Oui, oui. J'adore ce jeu. Deck building, donc bon, il y en a déjà eu un autre ici, hein, mais ici, contrairement à celui-là, c'est qu'on est sur un jeu coopératif. On va castagner de la grosse bébête. On est vraiment sur du combat de boss. Chaque joueur va incarner un mage de la brèche. Ce sont des mages qui ont reçu des pouvoirs lorsque les grosses némésis, les grosses créatures là, sont entrées sur Terre et ont commencé à tout saccager. Elles ont créé des brèches et ces brèches ont amené de la magie. Nos mages de la brèche vont chacun avoir un paquet de cartes qui leur est spécifique et ils ont aussi des pouvoirs qui leur sont propres. Petit à petit, on va acheter des nouvelles cartes, des nouveaux sorts pour mettre des bâtons dans les roues à cette grosse némésis. Sauf que elle, eh ben, elle va aussi nous en mettre des gros bâtons dans les roues. Elle va nous faire manger la poussière même plus d'une fois. C'est pas un jeu qui pardonne. Par contre, c'est un jeu qui est excellent justement à 2. Je le trouve même mieux à 2 qu'à 3 ou à 4 puisque le jeu sera plus dynamique, il va être plus interactif entre les joueurs et surtout on va jouer plus de fois. On aura l'impression de faire plus évoluer son mage que si on joue à 4 puisque dans un même laps de temps, on va jouer 2 tours à 2 joueurs alors que si on est 3 ou 4 joueurs, on va jouer un tour à 4 joueurs et un tour voire 2 tours à 3 joueurs. Ce qui fait qu'à 4 joueurs, on peut être aussi cantonné à une même stratégie, à un même rôle tout au long de la partie, alors qu'à 2 joueurs, on peut avoir plus de variabilité. Voilà. C'est absolument excellent, très très bonne rejouabilité, parce qu'on a 4 Némésis, 8 mages dans la boîte de base, autant dans l'autre boîte de base qui est de la même taille et qui est compatible avec la première, il y a plein de petites extensions. Voilà, jeu absolument fabuleux qui se joue de 1 à 4 pour à peu près 60 minutes. Je pense qu'il faut compter peut-être 1h30 les premières parties, sans compter la mise en place qui parfois est un peu longue quand même, et pour des joueurs à partir de 14 ans. Mais gros coup de cœur. Moi, j'y ai jamais joué, mais je sais que dans Aeon Zen, justement, il y a une petite particularité. Vu que c'est un deck building, on ne mélange pas forcément son deck. Ouais, exactement. Dès qu'on finit son paquet de cartes et qu'on doit tirer une carte, contrairement aux autres deck building où on prend notre défausse pour le mélanger, pour le reposer face cachée et retirer, là on va simplement prendre notre défausse et le faire pouf, comme ceci. Donc il faudra faire attention à vraiment ne pas mélanger puisque l'ordre des cartes est très important. On va en fait choisir un peu dans quel ordre on va défausser celle-ci afin de s'assurer de les avoir dans un certain ordre et un peu calculer à quel moment est-ce qu'on va les piocher. Voilà. Mais effectivement, c'est vraiment la grosse particularité de ce deck building. Voilà, tu dis que l'ordre de cartes est vraiment important, à savoir aussi que l'ordre du tour aussi, c'est aléatoire. Donc, on mélange les cartes joueurs avec les cartes Némésis, on tire une carte, et c'est ça qui va créer l'ordre du tour. D'où le fait que si on joue à 3 et à 4, si on est les premiers à jouer sur une manche et les derniers à jouer sur la deuxième manche, Ça peut être très long. ça va faire un long moment d'attente. Même s'il y a de l'interaction, parce que ça reste du coopératif, voilà, on peut être frustré parce qu'on ne fait pas évoluer notre mage, puis on voit les autres qui prennent des cartes pour faire des choses utiles, puis nous on est un peu là. Voilà. C'est pour ça que ce jeu, franchement, multijoueur, c'est cool, hein, je dis pas, mais 2, c'est vraiment optimal. Et même en solo, il est cool. Voilà. Donc, ça c'était Aeon Send. Mon troisième jeu, aussi un jeu coopératif, c'est Seto Watch. Je le compare à un chouïa, mais vraiment un chouïa à Darkest Dungeon, à cause un peu du système de feu de camp avec les flammes et tout. Dans Darkest, c'est pas la même utilité, hein, forcément. Dans Seto Watch, le feu de camp permet de voir plus d'ennemis à notre prochaine attaque. Et surtout de survivre aussi. Et surtout, le but en soi, c'est de survivre. Vous allez parcourir différents lieux jusqu'à arriver en fait le château ultime où il y a une horde de monstres qui va vous terrasser. Horde infâme. Exactement. Infâme. Et tout au long du jeu, en fait, il va falloir empêcher que la horde s'agrandisse. Parce qu'il y a des cartes qui vont vous emmerder et puis qui vont faire à ce qu'il y ait de plus en plus de monstres en fait, dans la horde où à la fin justement vous avez tant de monstres de base et puis en plus celle de la horde. Donc ça peut aller très 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 loin.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de difficulté. Donc le jeu est vraiment accessible si vous voulez plutôt passer un bon moment avec vos potes et tout, ben, vous mettez plutôt facile. Si vous voulez un peu plus de challenge, Ouais, normal, vraiment. difficile, mais Même en mode facile, il a quand même un bon challenge. Hein. il a un bon challenge parce que ça reste du aléatoire. Hein. Les monstres, on les choisit pas comme ça. Hein. Il y a une certaine mise en place à faire, certes, mais enfin, les monstres sont tirés aléatoirement. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est aussi un système de lancement de dés. Du coup, on va utiliser des dés. Et puis, ben, ces dés, en fait, même si vous faites un 1, il sera utile. Parce qu'en fait, vous avez chaque personnage que vous aurez aura ses capacités. Et puis ben, avec ces dés, on va pouvoir utiliser ces capacités justement. Donc ce dé ne servira pas à rien en fait. Chaque dé compte. Ouais. Et... Vraiment. Et il faut être très méthodique, il faut bien réfléchir si on veut vraiment utiliser ce dé pour une capacité ou faire une attaque directe. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas ce qui arrivera par après. Complètement jouable à deux. On doit jouer 4 personnages. Ça c'est écrit dans les règles. Ouais. Mais à 2 joueurs, ben, ça marche bien parce qu'on peut prendre chacun 2 personnages et puis ben, il n'y a rien de très compliqué Non, de pouvoir gérer 2 personnages. C'est vraiment pas un jeu effectivement où on va, comme un gros jeu d'aventure, on va incarner des personnages où chaque personnage va avoir beaucoup de possibilités différentes. Ici, quand on incarne un personnage, on a les possibilités du personnage, mais ça reste assez restreint, ce qui fait qu'on n'est pas complètement perdu quand on incarne 2 personnages. On fait Gloomhaven par exemple, incarner 2 personnages, c'est beaucoup plus costaud là notamment. Oui, justement, c'est pas un jeu à scénario, donc vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. À 3 joueurs, je le conseille un peu moins, mais c'est complètement possible. Parce qu'en fait, le système de feu de camp, tout au long du jeu, chaque personnage va devoir aller 2 fois au feu de camp. Et puis, du coup, il y a un joueur en fait qui va rester au feu de camp, ne va pas forcément jouer. Si vous jouez à 3 joueurs, si vous mettez un personnage dans le feu de camp, ben, le personnage qui ne joue pas prend juste le personnage qui est disponible pour pouvoir le jouer. Mais sinon, à 4, ben, chacun prend un personnage tout simplement. Petite particularité, c'est qu'on joue dans la boîte. Exactement, oui, j'y venais aussi. En fait, la boîte est aussi le terrain de jeu et le plateau, donc, parce que ça représente le feu de camp. Il y a différentes actions, je ne vais pas y aller trop dans les détails parce que sinon, enfin bref, si vous y êtes intéressé, ben, allez voir en détail. Mais c'est très, pas méthodique, mais il faut être minutieux et puis il faut optimiser aussi même la partie du feu de camp. Ouais, discuter aussi entre les joueurs parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis et les mêmes envies au même moment. Donc c'est vraiment important de discuter les mêmes besoins aussi parce qu'il y a certains personnages qui vont être utiles dans certaines situations, puis on sent que tout d'un coup là on aura spécifiquement besoin, puis en même temps ce personnage a peut-être besoin de justement passer au feu de camp, parce qu'il me semble qu'on peut se reposer au feu de camp. Oui, ouais, c'est juste un. Et donc on va. Ouais, c'est plein de choix assez cornéliens, donc c'est vraiment bon à ce niveau-là. Petit conseil pour un personnage, l'assassin, meilleur personnage. Ouais. Vraiment, si vous allez lire les capacités de l'assassin, vraiment trop fort. Ouais, il y a des combos assez affreux, affreux pour les monstres à faire. Voilà, donc c'était Overwatch. Mon dernier jeu, c'est le gros Pandemic Legacy saison 0. Je vous rassure, le jeu Pandemic a été créé avant la pandémie Covid. Donc, c'est pas un jeu vraiment. Si, ça a été créé après le SARS-CoV-2. Oui. Non, pas SARS-CoV-2, SARS-CoV-1. Voilà, SARS-CoV-1. En 2006. Voilà. Donc, voilà. Par contre, même si le nom est Pandemic, là, c'est juste la mécanique qui reste dans le jeu. Parce qu'ici, on n'est plus sur des maladies. On n'est pas encore sur des maladies. On est en pleine guerre froide. Donc, c'est vraiment les Américains contre les Soviétiques. Dans Pandemic Legacy saison 0, notre but, nous, on incarne les Américains et on va jouer à la contre-espionnage
contre les Russes, parce que là ils sont en train vraiment d'essayer de faire des choses méchantes, de créer des maladies qu'après on va retrouver peut-être dans des autres scénarios. Hein. La particularité du jeu, c'est un legacy. Qu'est-ce que c'est un legacy? On va commencer sur un petit plateau et au fur et à mesure de la partie, ou des parties, parce que là-dedans on va jouer un minimum de 12 parties pour un maximum de 24 parties, d'à peu près 1h30 par partie. Oui, à peu près, ouais. 1h, 1h30 par partie. Donc ça peut prendre du temps. Il faut prévoir une semaine de vacances, juste pour ça. Et le même groupe de joueurs aussi. Et le même groupe de joueurs, exactement. Donc je disais, à fur et à mesure des parties, on va ajouter des éléments sur le plateau, on va découvrir des choses, on aura des choix à faire, des choix qui vont influencer complètement le jeu. Donc si on joue 2 fois le même scénario, si on pouvait jouer 2 fois le même scénario, on pourrait faire 2 choix différents et avoir 2 fins différentes à la fin du jeu. À savoir que ça c'est la saison 0, mais le premier qui est sorti en Legacy c'était la saison 1, donc le Pandemic classique mais en version Legacy, suivi par la version 2, La saison 2. La saison 0 qui arrivait après, Qui est vraiment donc, un prologue. un prologue. Et à côté de ça, on a tous les déclinaisons, par exemple la version Cthulhu. Et là aussi, on se retrouve avec plein d'extensions pour le jeu de base. Donc c'est vraiment un univers à part. Et un jeu qui est excellent. Alors à 2, c'est un jeu coopératif, j'ai oublié de le dire. Hein. C'est pas compétitif, mais On a beaucoup de jeux, quoi. on joue tous ensemble contre le jeu, qui parfois peut être méchant aussi. Ça prend des heures, ça prend du temps, mais c'est super. C'est jouissif au possible. Voilà. Surtout les versions Legacy, quand on fait évoluer ces parties et qu'on fait des choix pourris, puis qu'on doit se les trimballer dans les parties suivantes. On le sent passer et puis on réfléchit à 2 fois sur les choix suivants. Hein, et le côté legacy fait qu'on s'implique d'autant plus dans nos parties parce qu'on va devoir faire des choix où on abandonne des lieux parce qu'on sait qu'ils sont complètement perdus. Sauf que après ça va nous rendre plus difficile l'accès à ces lieux-là. Donc franchement, le Pandémie c'est excellent. Les Pandémie Legacy. C'est C'est incroyable. 24 fois excellent. C'est, ouais. 12. Et c'est bien quand tu galères, tu vois, dans un jeu. Comme ça, tu t'en rappelles. Ah ouais, alors la saison 2, on s'en rappelle bien, ouais. Ah, On c'est bien, s'est fait poutrer comme c'est le des jeu jeux de qui la marchent saison bien. 2, ouais. Donc voilà pour cette sélection de jeux multijoueurs qui fonctionnent aussi très très bien à 2 joueurs, voire même parfois mieux. Hein. On l'a vu avec notamment Eonsen, bon, ça c'est mon avis à moi, mais voilà. Pandémie qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien à toutes les configurations. Je veux dire, il n'y a pas du tout de différence en termes de sensation de jeu. Il y aura toujours autant d'interaction avec les joueurs et autres. Parks où on voit quand même qu'il y a beaucoup de différences de sensations de jeu selon le nombre de joueurs. 2 joueurs, on sera sur un jeu un peu plus paisible, un peu plus posé, moins compétitif. Et du coup, on pourra construire un petit peu mieux son jeu. À 4-5 joueurs, c'est le bordel, le chaos absolu. On n'arrête pas de s'empêcher de faire des actions. Donc voilà, c'est un jeu qui, selon le nombre de joueurs, aussi s'adresse à des publics différents. Ce qui fait qu'on a, on a plein de jeux ici qui sont chouettes à plein de configurations, mais excellents vraiment à 2. Donc, je sais pas si vous avez encore un petit mot à rajouter. Pour moi, t'as tout dit. Ouais. Très C'est bien. tout bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Que vous voyez là. À quelque part, ouais, on n'a pas encore Ou là. précisément Ou là. la structure de tout ça, mais c'est un peu la première vidéo. Hein. Donc réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, d'écrire des petits commentaires pour savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Exactement, oui. Très 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 important, ça nous fera plus plaisir d'avoir des choses constructives. Et puis au plaisir de vous retrouver en boutique au magasin Léo Plateau à Bulle, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Merci beaucoup. Merci, Ciao. à bientôt. Ciao, ciao.